Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous suivre sur la 89.3 FM ici à Ziguinchor et nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Alassane Sarr, qui est le président du mouvement VECOSI, volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor, dans votre émission spéciale Vision croisée sur GMS. Monsieur Alassane Sarr, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cheikh Tidiane Cissé. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui autour de ce plateau, un plateau inaugural d'ailleurs de notre émission politique. Vous, on rappelle que vous êtes le président du mouvement VECOSI, volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor. Le prétexte de votre invitation, c'est que nous venons de vivre un moment historique, une descente complète du VECOSI dans l'arène politique pour soutenir un homme. Cet homme, c'est le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour. Vous œuvrez à Ziguinchor depuis très longtemps dans le plan économique et social. Aujourd'hui, vous avez choisi de choisir un homme pour l'accompagner pour sa réélection, en l'occurrence Macky Sall, et à travers Benno Bokk Yakaar. On voudrait justement visiter avec vous le choix de Macky Sall parmi les 5 là. Qu'est-ce qui a guidé votre choix pour Macky Sall? Je vous remercie, Cheikh Tidiane. Je vous remercie pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs sur www.gms.sn. Et je salue aussi vos auditeurs sur la 89.3. Je vous remercie de la question. Le choix qui a été porté, le choix de soutenir le candidat Macky Sall, ça a été un choix assez mûri au sein de notre mouvement VECOSI, comme vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, volontaire pour l'émergence économique des Ziguinchor. Nous avons réfléchi, nous avons dit que Macky Sall a beaucoup fait pour la Casamance. Et nous avons décidé, à l'unanimité, de nous lancer dans l'arène politique pour le soutenir, parce qu'on s'est dit que ce qu'il a déjà fait, s'il a un deuxième mandat, il fera peut-être un peu plus, ou beaucoup plus pour la Casamance. Et c'est ce qui a guidé notre choix, c'est ce qui nous a amené justement à nous lancer dans la campagne électorale. Et heureusement pour lui, tout s'est bien passé, il a été réélu. Nos espoirs continuent à être fondés sur ses actions pour la Casamance, et voilà, il n'y a pas d'autres explications possibles dans cette affaire. Voilà, vous êtes un mouvement citoyen, un mouvement économique et social, mais vous avez trouvé déjà en place une organisation appelée Benno Bokk Yakaar qui évolue déjà pour la réélection de Macky Sall, et vous vous êtes joint à ce groupe-là. On voudrait voir avec vous votre expérience de ce compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor. Globalement, c'est un compagnonnage qui s'est bien passé, globalement, parce que nous ne sommes pas pessimistes. Et puis nous accueillons toujours les choses du bon côté. Nous les considérons toujours du bon côté. Je pense que notre adhésion à Benno Bokk Yakaar n'a fait que renforcer justement cette coalition, la grande coalition présidentielle ici à Ziguinchor. Nous avons eu à mener des actions ensemble avec Benno Bokk Yakaar. Tout s'est très bien passé parce que le président, le représentant de Benno Bokk Yakaar sur le plan régional, en l'occurrence Robert Sagna, le ministre d'État, a été le premier à nous inviter à venir le rejoindre, la coalition. Nous n'avons pas hésité parce que nous savons quel genre d'homme il est. C'est un homme qui aime la Casamance et qui a la confiance du président de la République. Donc si nous voulons soutenir le président de la République, ma foi, il n'y avait pas meilleure réponse à donner à un homme qui le représente ici sur le plan régional. Donc nous avons répondu, nous avons fait des visites de proximité, nous avons organisé un meeting, et tout s'est bien passé. Malheureusement, il y a eu cette débâcle au niveau de la région de Ziguinchor, mais nous sommes restés optimistes parce que nous savions que le président Macky Sall était bien placé pour devancer ses concurrents. Justement, Benno Bokk Yakaar ne se résume pas en Robert Sagna. Robert Sagna, on sait que c'est du RSD. Benno Bokk Yakaar, il y a également la machine électorale du parti au pouvoir, APR. Et on voudrait voir, est-ce que le compagnonnage avec les responsables de l'APR était effectivement ce que vous attendiez pour ce jeu électoral? Non, c'est que en fait, c'était pas facile parce que nous sommes désolés de ne pas les voir chaque fois
que nous les invitions à nos organisations, à nos manifestations, ils ne venaient pas. Mais toujours est-il que le gap était comblé par la présence de Robert Sagna et puis de quelques membres de son parti qui venaient au nom de Benno Bokk Yakaar. Mais par contre, ce qui est déplorable, c'est qu'aucun membre de l'APR n'a répondu à nos invitations. Et pourtant, c'est des invitations individuelles qu'on leur transmettait. Mais jamais ils sont venus honorer nos invitations. Bon, c'est à déplorer, mais ma foi, bon, c'est pas le plus important pour nous. C'était pas le plus important. Vos membres, on les connaît, hein? C'est pas seulement des citoyens de Ziguinchor, mais vous avez aussi des gens qui sont sur le plan national, mais également qui sont dans la diaspora. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Vekosi a fait exactement en termes d'implication dans cette réélection de Macky Sall? Oui, ce que nous avons fait, c'est que, bon, effectivement, nous sommes sur le plan national et nous sommes aussi dans la diaspora parce que Vekosi, comme je le dis souvent, c'est un démembrement de la Convention des Ziguinchorois. Et la Convention des Ziguinchorois, vous savez, nous sommes à Paris, nous avons un récépissé à Paris, à Cergy-Pontoise. Les membres qui sont en France et qui sont en Belgique, ils ont appelé à voter et ils ont voté pour Macky Sall. Les résultats sont un peu mitigés dans la diaspora, mais je peux assurer qu'ils se sont vraiment démenés pour vraiment que Macky Sall puisse passer. Je crois que si Sonko a eu de beaux scores là-bas, Macky Sall n'est pas resté en reste. Je crois qu'il vient en deuxième position dans la diaspora. Mais en France, quand même, il a gagné, Macky Sall, il a gagné en France. Oui, en France, effectivement, les résultats français, je pense que oui, effectivement. Parce que là-bas, il y a eu une très forte mobilisation. Voilà, donc cette victoire de Macky Sall, vous l'avez dit, le premier tour, tout le monde s'en réjouit au Sénégal, certainement. Mais il faudrait également regarder la réalité en face. Aujourd'hui, vous êtes en train de chanter les louanges de Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour la Casamance. Mais quand pensez-vous réellement que le Macky Sall est dans le cœur des Casamancés qui lui ont tourné le dos pendant ces élections-là? Ah oui, Macky Sall est toujours dans le cœur des Casamancés. Vous savez, moi je pense qu'il faut tirer les leçons de cette campagne électorale, de cette élection présidentielle, pour savoir, en fait, c'est la résultante même, n'est-ce pas, d'accumulation de frustration, d'accumulation de désolation, d'accumulation de rejet, n'est-ce pas, de la part des populations. Parce qu'il faut le dire, hein, nous sommes tous Casamancés, nous sommes Ziguinchorois. Nous avons vu comment les membres du parti présidentiel se meuvent dans la ville, dans la région. Nous avons le sentiment les populations ont ils ont le sentiment d'être nargués, ils ont le sentiment d'être minimisés par ces représentants de l'APR. Je crois que bon, tout le monde le sait, hein, ils snobent les populations et après ils reviennent vers ces populations pour demander le voix. Donc vous voyez que là forcément il y a un phénomène de rejet qui se passe. Hein. Nous l'avons senti et je crois que même le président Macky Sall l'a senti. Parce que quand vous voyez, lors de son dernier voyage, lors de son dernier passage ici à Ziguinchor, il y a eu très peu de mobilisation autour de son voyage. Ne serait-ce que lors du meeting de la place Aline Sitoé Diatta, si vous voyez dans la tente présidentielle, là où il était, il y avait énormément de chaises, il y avait beaucoup de chaises vides qui étaient là. Et ça dénote d'un manque de mobilisation des membres de l'APR ici à Ziguinchor et de Benno Bokk Yakaar d'une manière générale. Je crois que Monsieur le Président de la République l'a compris. Et c'est pourquoi il a accepté la main tendue de Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, qui, effectivement, au sein de l'UCS, a toujours été battu par Benno Bokk Yakaar ici à Ziguinchor. Mais là, il s'agissait d'une élection présidentielle. Elle était cruciale, elle était fondamentale, elle était capitale. Si le président de la République se rend compte qu'il y a un certain désamour de la population par rapport à ces hommes ici, à ces hommes qui le représentent ici, ma foi,
sentant la possibilité de pouvoir avoir un Abdoulaye Baldé à ses côtés, il n'a pas hésité à le faire. Il a fait appel à Abdoulaye Luces, qui est venu rejoindre Benno Bokk Yakaar. Et ça a conduit à des échauffourées internes dans Benno Bokk Yakaar, ce qui a été déplorable. Je crois que le point focal de cette affaire-là, dans la description de cette affaire-là, c'est quand on a cassé le bras de l'adjoint de Abdoulaye Baldé lors d'un meeting de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est vraiment déplorable. Alors, toutes choses qui font que les populations, voyant que les membres de l'APR sont en train de se cacher la tête, de se crêper les chignons, pour un vote qui ne les concernait pas, forcément, mais qui concernait le chef de l'État, mais ces populations-là les ont sanctionnées. Les populations ont sanctionné en réalité. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Macky Sall, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas voter pour Macky Sall, mais ils ont voulu marquer un coup pour que Macky Sall ouvre les yeux sur ces hommes ici en Casamance, et en particulier dans la région de Ziguinchor. C'est ce qui s'est passé. Et comme, pour reprendre la fable de La Fontaine, Maître Ali Boron est venu et puis il est passé, il a tout raflé. Donc, mais je ne pense pas que ce soit un désamour des populations à l'égard de Macky Sall. Ouais, ça, j'en suis intimement convaincu. Est-ce que aussi vous ne pensez pas que Abdoulaye Baldé s'y est pris tardivement parce qu'apparemment sa base ne l'a pas suivi dans ce choix-là? C'est une base qui n'a pas été bien préparée. Affirmatif. Je disais que la base n'a pas été préparée, la base n'a pas été informée, la base n'a pas eu le temps d'assimiler, de digérer, n'est-ce pas? De digérer et d'assimiler justement ce revirement à 180 degrés. Donc, ce qui fait que les militants n'ayant pas compris ce qui a motivé le patron de leur parti, sont restés, si vous voulez, un peu sonnés, groggy. Et comme je l'ai dit, il suffit qu'il y ait un autre discours beaucoup plus fédérateur, beaucoup plus limpide d'ailleurs, beaucoup plus limpide, pour que ces gens-là tournent le dos et puis aillent voter pour un autre. Mais je pense que cela non plus ne peut pas expliquer un désamour vis-à-vis de Macky Sall. Là, c'est clair. Aujourd'hui, en politique, on dit les erreurs se payent cash. Aujourd'hui, ces responsables qui ont porté le flambeau de APR Yakaar, APR aussi à Ziguinchor, et qui n'ont pas pu résister face donc, à leur adversaire qui les a défaits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire à ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent tirer toutes les conséquences de cet échec-là plutôt que de prétendre à autre chose? Affirmatif. C'est-à-dire que là, je pense qu'ils auront le temps de réfléchir. Parce que la guéguerre était trop importante. On a vu d'ailleurs des responsables de l'APR se démarquer carrément de l'APR, parce que c'est l'analyse que j'ai fait de la situation. Parce que quand on se permet de troquer les couleurs de l'APR par d'autres couleurs, n'est-ce pas, juste pour se singulariser, je dis quand même c'est grave. C'est grave, et on a vu des responsables de l'APR le faire, et c'est ça qui a justement aussi contribué à cette débâcle-là. Alors, ce qui est encore à déplorer, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas retenu les leçons. Les leçons qui devraient être se rassembler, repartir ensemble, se mobiliser les militants ensemble pour affronter les joutes à venir. Chacun est en train de tirer de son côté. Chacun est en train de faire des déclarations de son côté. Et ça, pour moi, ça peut avoir des conséquences à l'avenir. Je pense que la leçon qu'il fallait tirer de cette affaire-là, c'est d'abord d'analyser le pourquoi et le comment de cet échec-là. Et de voir ensemble, tous les membres de Benno Bokk Yakaar, comment est-ce qu'il faut redresser la barre. Mais si déjà, au lendemain de cette défaite, parce que moi je l'appelle une défaite ici à Ziguinchor, dans la région de Ziguinchor, bien sûr, au lendemain de cette défaite, chacun essaie de tirer la couverture à soi. J'entends des gens qui disent que bon, moi j'ai gagné dans mon bureau, mais il suffisait pas, il fallait pas gagner dans son bureau, il fallait gagner dans tous les bureaux, justement pour donner la victoire à Macky Sall. Mais bref, voilà, donc moi je dis, l'essentiel c'était de garder la tête froide, de se retrouver
de réfléchir, de voir les conséquences, d'abord les raisons de cette débâcle et les conséquences qu'il fallait en tirer pour que demain, pouvoir faire face aux jours à venir. Vous l'avez dit, hein, le choix des couleurs, il est important parce que nous avons une population à majorité analphabète qui joue sur les couleurs. Aujourd'hui, l'APR qui se retrouve tout de suite avec du vert, alors que le candidat d'en face est vert, ça peut également, vous l'avez dit, une erreur stratégique qui pourrait effectivement faire porter le choix à la couleur verte et pensant que c'est ça. Absolument. J'étais avec un ami qui est arrivé de Dakar, et quand il a vu les t-shirts verts, tous les militants qui étaient habillés en vert, qui déferlaient vers l'escale, il m'a posé la question de savoir, mais il y a autant de membres du PUR ici à Ziguinchor. J'ai l'impression que le président Issa Sall a fait un travail extraordinaire à Ziguinchor. Mais, n'est-ce pas, d'un désir de se singulariser à l'excès. Donc ce n'est vraiment pas l'union qui devait faire la force. Exactement. Quand on n'est pas unis, on ouvre la brèche et c'est l'ennemi qui passe et qui rafle tout. Voilà. Donc Alassane, vous l'avez dit, hein, des élections, c'est des moments très forts pour la vie d'une nation. Après les élections, il y a forcément une réorganisation de la nation avec un nouveau gouvernement qui arrive, etc. Aujourd'hui, hein, chacun est en train de placer des mots par rapport à ce gouvernement-là. Vous, en tant que Vekouzi, comment envisagez-vous le futur gouvernement du Sénégal? Quel dessin vous avez déjà sur ça? Quel dessin? Je ne veux pas jouer les devins, mais je pense que le président Macky Sall à la lucidité, il a froidement analysé les résultats de cette élection-là. Il a sillonné tout le pays. Il sait que les attentes et les espérances des populations sont très grandes. Et le connaissant, je sais qu'il va travailler, il va mettre sur pied un gouvernement qui va travailler à régler les problèmes des populations. Et les problèmes sont nombreux. C'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de santé, travail pour la jeunesse, pour les femmes, des problèmes économiques, quoi. Des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Donc, toutes choses qui font que je pense, je ne veux pas être dans le secret des dieux, mais je sais qu'il va mettre sur pied un gouvernement qui va travailler d'arrache-pied pour vraiment dire aux Sénégalais, je vous remercie de m'avoir soutenu parce qu'il a été élu quand même à presque 60%. 58 et des poussières, c'est pas rien. Donc je pense qu'il va rendre aux Sénégalais ce que... Il a toutes les cartes entre ses mains. En plus, il a toutes les cartes entre les mains. Je pense que là, ce deuxième mandat, ça va être un mandat décisif. Décisif pour lui et décisif pour le Sénégal. Parce que je sais qu'il va opérer pas mal de changements. Il va opérer pas mal de changements dans le but d'avancer, n'est-ce pas? Dans le but de régler les problèmes sociaux, de régler les problèmes économiques et puis de mettre vraiment le Sénégal sur la rampe de l'émergence, vraiment. Voilà, justement, vous l'avez dit, hein, nous l'avons vu, sa première sortie après les résultats officiels. La première chose qu'il a dite, c'est lancer l'idée d'un dialogue avec l'ensemble du Sénégal et même l'opposition. Aujourd'hui, vous posez certainement la question dialoguer sur quoi? Parce que la majeure partie du Sénégal lui a donné déjà confiance. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un leader comme ça se dise, malgré que j'ai la majeure partie des Sénégalais avec moi, je tends ma main aux autres? Moi, je pense que c'est une forme de modestie. C'est une forme de modestie. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, rien ne l'oblige. Rien ne l'y oblige. Mais par modestie, à écouter les sages, les marabouts, les anciens, qui chaque fois prônent le dialogue entre les partis politiques, entre les dirigeants politiques de ce pays-là. Je pense que c'est ce qui l'a amené à tendre la main à l'opposition pour demander à ce qu'ils s'assoient autour d'une table pour discuter. L'opposition va se cantonner dans une situation de on va dialoguer sur quoi? Quels sont les TDR? Quels sont les termes de référence pour un dialogue sincère? Voilà. Donc, chaque fois, il y aura des problèmes, il y aura des tiraillements. Or, connaissant le président Macky Sall de loin, mais l'observant dans sa manière de diriger le pays, je sais qu'il ne va pas s'attarder
justement, sur des choses qui risquent de le retenir et de l'empêcher de travailler pour les populations, pour le développement des populations. Je sais que si ça se passe, ce serait bien, ce serait une bonne chose. Les gens discuteront, il viendra, il discutera avec les gens, il discutera avec ses pairs de l'opposition. Mais le cas échéant, je pense que ça ne va pas l'arrêter, il va continuer son travail. 5 ans, c'est encore très court. 5 ans, c'est très court et il a beaucoup de choses à réaliser en 5 ans. Donc il ne va pas s'attarder dans des discours qui seront stériles et qui n'apporteront absolument rien aux populations sénégalaises. On parle des perspectives. Le 2 avril prochain, il va prêter serment et il va tout de suite se mettre au travail. Aujourd'hui, en termes de priorité pour la Casamance, aujourd'hui, si on devait vous consulter, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme priorité? La première priorité en Casamance, tout le monde le sait, c'est consolider cette accalmie et la transformer en paix définitive. Je pense qu'à ce niveau-là, nous pouvons espérer que le travail qui a été déjà fait, justement par le groupe qui est dirigé par Robert Sagna, le travail qui est déjà fait par les femmes de la plateforme et puis d'autres intermédiaires qui sont en train d'agir dans l'ombre, n'est-ce pas, pour pacifier justement la Casamance. Je pense qu'on va arriver bientôt à une situation de paix intégrale. Parce que je pense que même nos frères qui sont dans le maquis en ont marre. Ils veulent sortir. Maintenant, comment sortir? Il faut les aider à sortir. Moi, je l'ai toujours dit, il faut les aider à sortir. Les aider à sortir, c'est quoi? C'est dialoguer avec eux, leur proposer des choses qui vont leur permettre de retrouver leur dignité. Parce que, attendez, c'est-à-dire, en fait, la psychose qui existe chez ces gens-là, qui les habite, c'est aussi le fait que si on sort du maquis, comment les gens vont nous regarder? Parce que fondamentalement, on les regarde comme des tueurs, des braqueurs, voilà, comme des voyous, comme des bandits. Mais est-ce que l'État ne gagnerait pas à les aider à sortir, à les aider à trouver des ressources qui leur permettraient de conserver leur dignité? Parce que ces frères qui sont dans le maquis, ils ont leur famille, ils ont des familles dans les villages. Je pense même, je peux le dire, hein, nuitamment, ils vont visiter leur famille, ils vont les entretenir. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que l'État puisse trouver un link pour que ces gens-là puissent vraiment se réinsérer dans la population sans pour autant qu'il y ait des invectives, sans pour autant qu'il y ait des couacs entre populations. Maintenant, je disais tantôt que l'occasion avait été donnée à l'époque quand Salif Sadio avait décrété que ces hommes ont arrêté de cultiver le cannabis. Je pense que c'était l'occasion de leur proposer de cultiver du riz. D'autant plus que le président de la République venait d'annoncer qu'il voulait l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. C'était l'occasion. Je pense que, bon, mais cette occasion-là, elle peut être renouvelée. C'est-à-dire que ces gens-là, ils cultivent le cannabis en fait pour avoir de l'argent. Maintenant, si on leur propose de cultiver du riz, de vendre, que l'État rachète le riz, ils ont de l'argent, et c'est de l'argent, entre parenthèses, c'est de l'argent propre par rapport à ce qu'ils avaient. Donc je pense qu'il y a beaucoup de canevas de dialogue, beaucoup de canevas qu'on pourrait exploiter vraiment pour arriver à les réinsérer de manière efficace et idoine. Une question d'actualité, il est agité tous ces temps-ci la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections couplées, locales et législatives en décembre 2019. Aujourd'hui, Alassane Sarr, vous êtes dans la vie politique avec Vekosi. Vous avez certainement votre appréciation par rapport à cette proposition-là. Qu'est-ce qui pouvait être, en quoi c'est pertinent de dissoudre aujourd'hui, de raccourcir le mandat des députés qui sont actuellement au niveau de la législature? Je pense que la question mérite d'être réfléchie. Il va falloir réfléchir parce que il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, parce que les élections, ça coûte cher. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect politique de la chose. Je pense que, bon, je ne vais pas être prétentieux et donner un avis là-dessus. Les idées ont été brandies par-ci, par-là. Je pense qu'il va falloir les mettre dans un panier et puis réfléchir et trouver la meilleure solution. Je pense que, à mon avis, à mon humble avis, le couplage des élections serait une bonne chose. Mais maintenant, les conséquences politiques que ça peut avoir, ça aussi, ça peut déranger. Ça, je pense que je laisse la réflexion et le choix au président de la République. C'est son domaine, je pense qu'il va trouver la solution idoine.
douane pour cela. Voilà, il est important de parler des législatives, mais il y a aussi les élections locales. On vous sait en tout cas ancré dans les quartiers de Ziguinchor, dans les familles et tout. Est-ce qu'on peut dire que le VECOSI est aujourd'hui prêt à donc briguer soit la mairie de Ziguinchor, pourquoi pas le conseil départemental, en tout cas les collectivités territoriales de la région sud? Est-ce qu'on peut attendre VECOSI dans ce combat-là pour le contrôle de ces structures? Oui, c'est-à-dire en fait, les gens perdent de vue qu'un maire, il est élu par ses pairs, conseillers municipaux. Alors, avant de prétendre vouloir être maire de la ville, il faut d'abord avoir la prétention d'être conseiller municipal. Bon, nous, c'est à ce niveau-là qu'on pose le débat. Nous avons, dans la Convention des Ziguinchorois, nous avons des actions que nous menons en faveur des populations. Une de ces actions a été bloquée par, malheureusement, une autorité locale. Et ça a fait capoter, ça a eu des conséquences financières énormes pour la Convention. Et depuis ce jour, nous nous sommes dit, nous allons créer une branche politique de la Convention des Ziguinchorois. C'est ce qui nous a amené à créer VECOSI. Créer VECOSI pourquoi? Créer VECOSI pour avoir des conseillers, des membres de la Convention qui, par VECOSI, vont siéger dans les instances de décision, que sont la mairie, que sont le conseil départemental, que sont même la chambre de commerce, la chambre des métiers, partout où on prend des décisions qui engagent le sort des populations de la Casamance, d'une manière générale de Ziguinchor en particulier. Nous avons l'intention d'avoir des membres. Et pour ce faire, il faudrait que nous descendions dans l'arène politique, et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, j'entends par-ci, par-là, les gens, moi je déclare que je veux être maire de Ziguinchor, mais avant d'être maire, il faut d'abord être conseiller municipal. Et nous, notre combat, c'est d'avoir le maximum de conseillers municipaux et le maximum de conseillers départementaux. Et pour cela, on va s'investir sur le terrain lors des prochaines joutes locales. Donc un investissement qui a déjà commencé, parce que VECOSI apparemment est en train d'investir, même après les élections, VECOSI est en train de se mobiliser dans les quartiers. Oui, nous avons initié une formule qui a été payante et qui l'est encore d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons créé dans les quartiers, dans les 26 quartiers à l'époque de Ziguinchor, maintenant je pense qu'on est à 36. Dans les 26, on avait créé des unités de base. Et dans les unités de base, dans chaque unité de base, nous avons organisé les jeunes et les femmes, n'est-ce pas, de manière à ce qu'ils aient la possibilité d'être autonomes. Nous leur avons trouvé des financements. Mais avant les financements, nous avons procédé par étapes. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas outillés pour gérer les finances, parce que aussi, c'est trop facile de dire on veut des financements, on vous donne des financements, vous pensez qu'il faut les bouffer tout de suite et puis après crier que bon voilà, il nous faut encore d'autres financements. Non, les financements c'est pour que quand on finance un GIE, c'est pour que ce GIE puisse créer de la richesse. C'est pour qu'elle puisse être autonome. Et pour ce faire, il faudrait que les gens qui constituent ce GIE-là aient au moins des connaissances en matière de gestion minimale des finances, n'est-ce pas? Et nous avons fait le tour des ONG qu'il y a à Ziguinchor. Nous savons qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'à Ziguinchor, en Casamance, il y a plus d'ONG que dans les autres régions du Sénégal. Ces ONG, ils ont dans leur cahier de charge des volets de formation. Les gens ne le savent pas, mais en général, quand vous allez voir une ONG et vous parlez de formation, ils se disent « Ah, celui-là, il connaît ». Donc, des ONG nous ont offert des formations pour ces unités de base. Donc, les unités de base ont été formées, les membres des unités de base ont été formés. Et après cela, nous sommes allés vers les microcrédits. Les institutions financières qui sont là et qui foisonnent en Casamance et qui ont leur mission, c'est de financer l'économie, la petite économie, n'est-ce pas? Et nous sommes allés vers eux, nous avons soumis nos désirs, et nous avons rempli les garanties, et puis ils ont financé ces... Alors c'est ainsi que nous avons eu des GIE à Kandé Alassane, où il y avait les jeunes et les femmes ont organisé des poulaillers. Ils ont un grand poulailler à Kandé Alassane. Puis, je crois que du côté de Koloban, il y avait les femmes qui font du maraîchage, qui ont aussi été financées. Nous avons aussi les jeunes qui font du batik,
qui ont été financés. Donc toutes choses qui font que vraiment, nous, c'est ça notre vocation. On s'est dit qu'on va aider les jeunes. Parce que il faudrait leur enlever, n'est-ce pas, cette habitude de tendre la main, l'assistanat, voilà, et d'être dépendant de tierces personnes, alors qu'ils sont en mesure, ils sont à l'âge où il faut vraiment s'autonomiser, avoir de quoi, et puis aider ses parents. Nous, c'est notre objectif, c'est pourquoi nous sommes sur le terrain, nous essayons de sillonner tous les quartiers pour vraiment essayer de régler ces problèmes-là. Et ça, nous y allons avec aussi la bénédiction du président de la République, parce que nous savons que c'est dans son programme. Voilà, M. Alassane Sarr, le groupe Médias du Sud vous remercie d'avoir accepté donc, de répondre à son invitation pour passer en revue les élections, mais également les perspectives pour le Sénégal, mais également pour la Casamance. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup. Merci, cher Tidiane. Je vous remercie infiniment. Je remercie le groupe Médias du Sud. Et j'espère que 2019 sera une très bonne année pour le groupe Médias du Sud. Je vous le souhaite vivement. Merci beaucoup. Voilà. naa ñu liggéey réew mi te boole xol yee